La première chose qu'il faudrait que vous sachiez, finalement, c'est l'endroit où je parle, parce que je suis enseignant, j'ai des élèves tous les jours, j'enseigne en collège, depuis longtemps, depuis très longtemps même. Voilà, donc toute l'intervention, tout l'exposé que je vais faire va partir un peu, effectivement, des références que je peux avoir là-dessus. Alors, lorsque Stéphane nous a proposé le titre, au premier regard, il m'a fait sourire, parce que finalement, apprendre par corps, apprendre par cœur, il y a une sorte de jeu de mots. Et puis, sur un deuxième regard, un peu plus réfléchi, il m'a plutôt inquiété. Parce que finalement, apprendre par corps, est-ce que quelque part, c'est pas un pléonasme? Est-ce qu'on peut apprendre autrement que par corps? Je ne suis pas certain non plus. Et après, par la suite, du coup, j'ai pu lire le constat qu'avait pu faire Stéphane là-dessus, c'est-à-dire l'idée qu'il peut exister actuellement, peut-être depuis quelques années, une forme de surdidactisation des activités qui sont souvent avec une dominante cognitiviste, tactique, technologique, ou en bref, finalement, le corps, c'est surtout un support à des apprentissages. Voilà. Par contre, du coup, si le corps n'est qu'un support aux apprentissages, dans quelle mesure il est vraiment pris en considération? Alors on peut noter la phrase de Nietzsche, il faut prendre le corps pour guide. Que prend l'enseignant de PS au quotidien pour guide? Est-ce qu'il prend le corps? Est-ce qu'il prend la culture? Est-ce qu'il prend les APSA? Est-ce qu'il prend le sport? Est-ce qu'il prend l'élève? Voilà, il y a plusieurs questions comme ça qui sont importantes. Alors, pour situer un petit peu la problématique sur laquelle je vais envisager cette intervention, je vais faire un peu comme tous les intervenants jusque-là, je vais citer David Le Breton, qui dit « Notre corps n'est pas un objet pour un je pense, c'est un ensemble de significations vécues qui va vers son équilibre. » Et l'exposé par la suite, qui illustre en tennis de table, tentera justement d'illustrer ses propos. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce constat? Ça veut dire peut-être qu'une approche qui pourrait être trop cognitiviste, trop idéaliste au sens philosophique du terme, aurait tendance à négliger les émotions, les ressentis, les sensations, les personnes réelles, pour privilégier peut-être davantage la raison, l'élève abstrait. Alors, pourtant, le corps a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et je voudrais le montrer tout de suite avec un exemple en différenciant la motivation de la mobilisation. L'apprentissage n'est pas qu'une question de volonté. Et lorsqu'on parle de motivation, c'est surtout une question de volonté. Alors que dans l'idée de mobilisation, il y a un engagement de la personne, du corps. On ne sait pas trop en fait les raisons de cet engagement. Alors, mais on voit tous les jours des élèves motivés et qui n'apprennent pas dans nos cours, ou l'inverse aussi, des élèves qui a priori ne sont pas motivés et qui apprennent. Je me rappelle d'une discussion avec Michel Récopé qui parlait de ses étudiants de Guin à l'époque, en volley-ball. Alors l'idée de Michel Récopé, c'est qu'assez vite, il faut faire construire le schème du duel. Et il faisait le constat qu'énormément d'étudiants étaient motivés par le volley, très motivés, mais ne rentraient pas, ou très très difficilement, et n'arrivaient pas à se mobiliser finalement sur le duel par rapport aux situations qu'il proposait. À l'inverse, il y avait dans son groupe d'étudiants un footballeur qui était vraiment absolument pas motivé par le volley, et sur les situations, il était d'une mobilisation extrême dans le duel, c'est-à-dire en défense, il était sur tous les ballons et tout. Donc on peut s'interroger finalement sur cette différence, sur le poids entre la volonté et l'engagement quelque part. Donc nous pensons que c'est plutôt la personne dans sa totalité qui se mobilise, ou non, pour agir et apprendre. Alors, de quel corps on parle ? Quand je dis on parle, je parle un peu du groupe plaisir. Donc on pense, pour nous, davantage centré sur un corps phénoménologique plus que sur un corps machine. Apprendre par corps n'est pas conçu comme une opposition à apprendre par l'esprit. Cette phrase de Varela, elle nous paraît intéressante. C'est le corps qui détermine quelle sera la sphère d'action à partir de laquelle
l'esprit pour réfléchir et s'engager. Pour illustrer, je voudrais vous donner un exemple, cette fois en sport de combat. Il y a quelques années, c'est déjà un petit peu ancien, dans les années 86-88, sous la direction de Gilles Buxian, dans l'Académie de Clermont, on a mis en place, on était 6 enseignants d'éducation physique, une expérimentation en sport de combat de préhension, avec un cycle de 12 séances d'1 heure, ou de 2 heures, je ne sais plus, avec des 5e débutants, et on enchaînait par la suite le même cycle avec des élèves de première débutants également. L'idée était qu'assez rapidement, après être rentré dans le contact, dans l'opposition, accepter le corps de l'autre, accepter le défi, le combat, on constatait que les élèves étaient dans un rapport de force pure, c'est-à-dire qu'ils voulaient toujours gagner en permanence. L'idée était de leur faire apprendre de repérer, en fait, s'ils étaient dominés ou dominants. Et en situation de dominer, surtout ne pas chercher à attaquer, mais plutôt se mettre en position de défense face au tapis pour ne pas se faire contrer. Qu'est-ce que l'on a constaté finalement? Que les élèves de 5e, aussi bien que les élèves de première, réussissent assez bien à comprendre cette situation et la réussissent assez bien en tant que situation. Et le constat qui a été assez terrible pour nous et qui est assez éloquent en fin de cycle, après 12 séances, sur une dernière évaluation, en situation de combat plus réel cette fois, aucun élève de 5e n'a réutilisé ce que l'on pensait qu'il avait appris. Aucun. 100%, les élèves retournaient dans le cadre du combat, des affects, de l'émotion qui se joue, tout de suite dans le rapport de force pure, et du coup se faisaient contrer. À l'inverse, les élèves de première, débutants identiques, sont tous rentrés et ont pu transférer ce qu'ils avaient pu apprendre sans aucun problème, là à 100% également, c'est-à-dire si je suis dominé, je me mets en défense. Voilà. Tout ça pour dire que la construction de nouvelles connaissances nécessite d'approcher le monde propre des élèves, d'être sensible aux émotions qu'ils vivent, de comprendre, etc. etc. D'où, pour notre groupe Plaisir en EPS, notre idée c'est d'essayer de définir, de déterminer et de s'engager sur une pédagogie de la mobilisation pour apprendre en EPS. Alors, comment passer finalement d'un corps négligé, d'un corps oublié à un corps mobilisé? L'apprentissage par corps, au cœur du corps, le plaisir. Évidemment, il fallait que je retombe un petit peu sur le plaisir, mais ça nous paraît important. Le plaisir, c'est Damasio qui le dit, c'est un marqueur somatique. Le problème, c'est qu'actuellement, dans l'institut, peut-être un peu moins, mais dans l'institution, dans tous les cas, le plaisir n'est pas bien vu. Le plaisir, ça sent un petit peu le soufre, comme disent certains. Quand on pense plaisir, on pense des fois amusement, on pense kermesse éventuellement. Dans tous les cas, on ne pense pas travail, on ne pense pas effort. Hein, l'école, on est là pour travailler, c'est souvent ce qui se dit, donc on n'est pas là pour faire prendre du plaisir aux élèves. Ce qui est effectivement, ce qui n'est pas plutôt la position que nous adoptons dans le groupe Plaisir EPS. Le plaisir ne se décrète pas par contre, et heureusement c'est tant mieux, sinon ça serait terrible. Mais si le plaisir ne se décrète pas, on a essayé, et je voudrais vous l'exposer rapidement, on a essayé de déterminer une sorte de modélisation qui laisse entrevoir l'importance de l'enseignant, du milieu pédagogique qu'il va créer pour favoriser des moments où l'élève puisse vivre différentes émotions plus positives, dans tous les cas plus axées sur le plaisir. Alors cette dynamique plaisir des plaisirs, dans cette dynamique on pourrait repérer 3 phases en boucle. La première phase finalement c'est le processus qui va déterminer s'il y a du plaisir, du déplaisir ou une sorte d'indifférence. Le processus, j'y reviendrai, c'est des déterminants et c'est des conditions. La phase 2 c'est le plaisir proprement dit, qui est pendant l'action ou juste à la fin de l'action. Et c'est surtout la phase 3 qui est intéressante. La phase 3, c'est la mémoire. Hein, c'est les traces qui vont rester du vécu. C'est une sorte de mémoire autobiographique qui aura un impact, dans tous les cas, sur la prochaine phase 1, qui aura un impact sur le prochain processus. C'est ce qui va déterminer des tendances à l'effort ou à l'apathie chez certains. C'est-à-dire qu'il est très important
le milieu est important, ce que l'on va dire ou non dire aux élèves, ce qu'on va leur faire ou non faire, tout ça aura des conséquences sur leur mémoire, sur leur vécu, qui vont faire qu'ils vont, la prochaine fois, prochaine situation, prochaine séance, arriver avec déjà un impact sur le processus. Si je caricature et que je vous prenais un enseignant qui passe beaucoup de temps à dire aux élèves faibles qu'ils sont nuls et qu'ils n'arriveront jamais à rien, il est évident que vous voyez les conséquences par la suite lorsqu'ils retrouvent cette activité. Alors, je poursuis rapidement. La phase 1, elle est intéressante parce qu'il y a des déterminants intimes et imprévisibles sur lesquels, évidemment, on n'a aucun impact, on ne peut pas jouer. Par contre, il y a des conditions où là, l'enseignant peut avoir un impact. Elles se situent à deux niveaux, ces conditions. Au niveau du potentiel du milieu pédagogique que l'on va mettre en place, et puis au niveau du vécu que vont vivre les élèves pendant nos séances d'éducation physique. Sur ces conditions, il y en a 5, hein, vous les voyez derrière, je ne les reprends pas directement, c'est à la fois sur le milieu, c'est à la fois sur les situations, c'est aussi sur le degré de mobilisation qui va déterminer une réussite, une semi-réussite, etc., un échec ou des difficultés, et puis c'est la combinaison d'affects et de sensations éprouvées avant et pendant l'action qui vont faire qu'il y aura une phase 2 qui déterminera, hein, c'est un plaisiromètre, du plaisir, du déplaisir, de l'indifférence, et qui laissera en phase 3 des traces affectives, cognitives, ces traces qui vont donner une augmentation ou une baisse de la confiance et de l'estime de soi, et qui vont donner des tendances sur une prochaine phase 1, où les mômes vont pouvoir arriver, alors pas sur une fois, mais en plusieurs fois, c'est-à-dire ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont mémoriser, va faire qu'ils vont rentrer soit avec une sorte de puissance d'exister beaucoup plus importante, une mobilisation déjà qui commence de pouvoir se mettre en œuvre, soit ce qu'on peut avoir, on peut aller vers du décrochage scolaire, on peut aller vers de l'impuissance apprise, s'ils sont souvent dans des vécus moins importants. Alors, c'est un petit peu le même tableau, simplement au centre est indiqué assez rapidement le bouillonnement émotionnel qui se passe, le bouillonnement de sensations qui font que, eh bien, on arrive après sur des traces qui vont être particulières. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sont que des émotions agréables qui vont être bénéfiques après une forme de désir d'apprendre, une mobilisation. Souvent, on passe par des moments de peur, d'appréhension. C'est tous les jours que ça se passe pour nos élèves. Mais lorsqu'ils arrivent à vaincre cette appréhension, cette peur, après, ils vont y avoir une certaine fierté, ils vont vouloir repasser, etc. C'est tout ce bouillonnement qu'on ne maîtrise pas facilement, qui laisse des traces dans tous les cas. D'où les conséquences, pour nous, dans tous les cas, et que je vous expose, c'est que la compréhension de ce processus plaisir-déplaisir, notamment par les traces en mémoire autobiographique qu'il peut laisser, peut expliquer les tendances à l'action, qui sont de l'effort, ou à l'inaction, qui est de l'apathie, qui peut aller sur du décrochage, voire de l'abandon, d'un sujet qui est confronté à une activité ou à un apprentissage. Mais ça, l'autre conséquence, c'est qu'on doit également s'interroger sur la part de responsabilité du contexte qui est mis en place par l'enseignant, sur la mobilisation, voire la démobilisation des élèves. Et cette question, pour nous, appelle une réponse certes didactique, mais surtout une réponse pédagogique. Alors, pédagogiquement, justement, sur quoi on se réfère ? Notre idée, c'est de se centrer sur une pédagogie de la mobilisation et non une pédagogie du manque. Pour nous, une pédagogie du manque, elle est centrée sur l'activité. On ne parle plus du corps, on parle de l'activité. Et on fait le constat que l'élève est bien un débutant, il est nul, il ne sait pas faire de coup droit, si on est en tennis de table, il ne sait pas faire de revers, il ne connaît pas les règles, il ne touche pas la balle, ainsi de suite, il ne sait pas arbitrer, il ne sait pas observer, enfin bref, il ne sait rien faire. Alors c'est vrai que ça donne le beau rôle à l'enseignant, il peut tout lui apprendre. Mais on ne part pas du tout de cette idée-là, on va plutôt partir des élèves. Non pas de ce qu'ils ne savent pas faire, mais plutôt de leurs possibilités, les possibles de l'élève. Un petit peu... si vous avez enfin moi, par exemple, dans l'établissement où je suis, je fais de l'éducation physique à des élèves en situation de handicap dans une ULIS de déficience motrice. Il est évident qu'on ne peut pas partir des manques des élèves, on est obligé de partir de ce qu'ils savent faire pour pouvoir augmenter leurs possibilités. Donc, l'enjeu dans une pédagogie de la mobilisation, ça sera de repérer au plus tôt, au plus vite, ce qu'ils savent faire dans une situation qui va être adaptée pour repérer leur mobilisation. Alors, pourquoi une pédagogie de la mobilisation ? En 4 points rapides. Parce que pour nous, la mobilisation, eh bien, c'est un petit peu synonyme de plaisir. Hein, alors,
il y a beaucoup de jeunes dans la salle, mais ceux qui ont des enfants, par exemple, se sont rendus compte comment, finalement, sur quelque chose qui pourrait être assez rébarbatif, hein, vous donnez une vingtaine de cubes en bois, un enfant de 3 ans, il va passer un temps énorme à construire, déconstruire, refaire, faire tomber, remonter. Il a tout un plaisir là-dessus, une mobilisation, il s'engage. Il est sur son truc, d'accord? Donc le plaisir, il est dans l'effort, il est dans la mobilisation. Pour nous, la mobilisation, c'est aussi un signe de progrès au sens où la mobilisation du sujet, eh bien, elle sollicite l'activité adaptative des élèves. Hein? S'il se mobilise, eh bien, il s'adapte, la personne s'adapte, le corps s'adapte, tout s'adapte, et ça va dans le sens d'un progrès. Je vais en reparler tout à l'heure. La mobilisation, c'est de l'effort consenti. L'effort consenti, c'est pas du tout comme l'effort contraint. Alors là, vous pensez, chacun d'entre vous, quand on vous oblige à faire quelque chose, vous pouvez le faire. Il y a des élèves très scolaires qui le font, hein, ça ne les amuse pas forcément, mais ils le font, un peu par contrainte. Bon, c'est pas une vraie mobilisation, ça. Hein, ben, chacun d'entre nous, mettez-vous essayez d'imaginer. Par contre, si c'est vous qui choisissez un petit peu, si vous sentez partie prenante, si vous consentez véritablement à cet effort, c'est plus du tout la même chose. Enfin, la mobilisation, c'est aussi une émergence. L'expérience, au sens où l'expérience d'une mobilisation, dans l'expérience d'une mobilisation, peut émerger une nouvelle signification, comme parlait tout à l'heure David Le Breton, une nouvelle signification qui va donner d'autres sens à la mobilisation.